RCF. Bonjour, je reçois aujourd'hui Jean Lavoué. Jean Lavoué est poète, écrivain. Vous êtes auteur de nombreux recueils de poésie que vous faites paraître dans la maison d'édition que vous avez créée, qui s'appelle L'Enfance des Arbres. Vous avez écrit sur Félicité de Lamennais, Xavier Graal, Perroche, Jean Sullivan, enfin bref, vous avez un bel itinéraire d'écrivain. Et aujourd'hui, vous sortez un livre qui s'appelle René Guicadou, La fraternité au cœur, qui est un bel ouvrage, en plus bien illustré. Alors pourquoi René Guicadou? Qu'est-ce qui vous a pris comme ça? Bonjour, donc c'est un projet que je portais vraiment au cœur depuis très longtemps. Mon René Guicadou, ça fait pratiquement 45 ans que je fréquente sa poésie, pas simplement par la lecture de ses poèmes, mais aussi beaucoup à la fois par des rencontres d'amitié, mais par des chanteurs, sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Et l'un des premiers qui est interprété et chanté magnifiquement René Guicadou, c'est Maurice Bénin. Et voilà, toute une histoire de vie, je dirais, d'écoute de la poésie de René Guicadou par la musique, et puis bien d'autres sont venus après, et des chanteurs que j'aime beaucoup, que ce soit Jules Bocarne, Jacques Bertin, Philippe Forcioli, qui est moins connu dans la région puisque c'est quelqu'un de Marseille, mais peut-être qu'on le réévoquera un peu. D'accord. Alors vous nous parlez un peu de René Guicadou, c'est une vie très courte. C'est quelqu'un qui habitait dans la région de Nantes, enfin au sud de Châteaubriand, à Louis-Fer. Cet homme, c'était qui? Il venait de quel milieu? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne poète, d'abord? Et puis ensuite, alors ça lui appartient pas, mais ensuite c'est devenu quand même un des grands poètes de la littérature française. Alors, je pense que son départ prématuré a beaucoup joué en faveur d'une mémoire posthume, on va dire, un peu comme Federico Garcia Lorca. Oui, sûrement, quoi. Son départ a consterné ses amis. Alors, il était très entouré, tout en vivant dans ce petit pays de Louis-Fer, à côté de Châteaubriand, une vie d'instituteur laïque, mais étant beaucoup en relation, et notamment avec des poètes. Donc, ceux qu'on a appelés l'école de Rochefort, qu'il a contribué à fonder pendant la guerre, étaient très très proches et très présents, et ont été particulièrement marqués, comme son épouse Hélène, donc il avait rencontré 7-8 ans avant sa mort, donc à l'âge de 31 ans. Je commence par la fin, mais parce que elle est très très marquante et parlante en ce qui le concerne. Il est né dans le pays de la Grande Brière, donc à Sainte-Reine de Bretagne, qui faisait partie de la Loire inférieure, comme toutes les petites communes où il a œuvré comme instituteur. Ses parents étaient instituteurs, ses grands-parents étaient instituteurs, et donc il est vraiment de ce milieu, on va dire, de l'école publique, quoi. Et rien en soi le prédestinait à avoir une œuvre poétique, et d'autant moins peut-être une œuvre poétique autant marquée par une dimension spirituelle, puisque étant de ce milieu de culture laïque. Or, c'est ce qui m'a intéressé chez lui, les deux, quoi. À la fois que c'est quelqu'un extérieur, on va dire, au champ spirituel et religieux, et en même temps qui se laisse traverser par une parole, alors qui lui est venue très très jeune, très tôt, pas accompli tout de suite, mais dès l'âge de 15 ans. Il avait perdu sa mère 3 ans plus tôt, donc quand il avait 12 ans. Et son père lui partage un soir des écrits poétiques qu'il avait fait lui-même à l'école normale pendant ses années d'études. Et ça a été un bouleversement pour ce jeune homme, quoi, en fait, qui le lendemain s'est essayé à écrire, et qu'il a fait pendant un an et demi, avant de rencontrer un libraire poète à Nantes, Michel Manol, qui aura une grande importance dans sa vie, qui va le mettre en relation avec des grands poètes, Pierre Reverdy, Max Jacob, et qui surtout va le conduire très rapidement à mûrir en fait son écriture poétique, et à devenir, dès 17-18 ans, un poète déjà publié, d'ailleurs avec un premier recueil à 17 ans, Brancardier de l'Aube, encore marqué par la poésie de Reverdy, mais très rapidement il va trouver sa propre voix,
Notamment, alors j'évoque un autre événement très important dans sa vie, qui est la rencontre d'Hélène, son épouse, Hélène Laurent, donc le 17 juin 1943. Et ça va être pour lui une ouverture, un accomplissement, alors qu'il avait perdu beaucoup. Alors j'évoque un frère qu'il n'a pas connu, mais dont je repère l'importance dans sa poésie, un frère Guy dont il porte le prénom, enfin qu'il a mis au fronton de son œuvre plutôt, puisqu'on l'appelait René dans sa famille, Hélène l'appelait René, mais lui il a insisté à ce que ces deux prénoms, René et Guy, sans trait d'union, soient les auteurs, j'ai tendance à dire, d'une œuvre poétique très très inspirée. La mort de sa mère quand il a 12 ans, de son père quand il a 20 ans, la maison familiale qui est bombardée à Nantes et il perd tout, y compris les objets personnels. Et voilà, il vient de rencontrer Hélène à ce moment-là. Et donc, avec sa valise, il se retrouve dans la famille d'Hélène qui l'accueille. Et ça va être dans la dernière partie de sa vie, puisqu'on doit parler comme ça, même s'il avait que 24 ans à l'époque, un éblouissement, et sa poésie va être complètement traversée par cette dimension amoureuse qu'Hélène lui rendra bien, puisque 63 ans après la mort de René Guicadou, elle-même décède il y a 5 ans, mais ces 63 années, elle les aura consacrées entièrement à faire vivre l'œuvre de son mari. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est très présent dans le cœur de beaucoup de gens, parce que Hélène elle-même était très aimée, elle a eu toute une œuvre poétique également. Donc on parle de René Guicadou, on parle d'un couple aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on est frappé quand on lit René Guicadou, quand même, d'une poésie extraordinairement fluide, avec des mots simples. La meilleure preuve, c'est que Cadou est étudié dans les écoles primaires, par exemple. Enfin... Tout à fait. Oui. C'est vrai qu'il s'était un peu dressé contre le surréalisme qui, entre les deux guerres, avait un peu le vent en poupe. Et pendant la guerre, il y avait aussi un courant, disons, de poésie pétainiste, patriotique, etc. Et la raison de la création de l'école de Rochefort, c'est aussi une manière de rejoindre les gens simples. Donc tous ces poètes-là ont été dans cette mouvance, et lui particulièrement, aimait vraiment les paysans, les artisans, les gens parmi lesquels il vivait. Il a toujours refusé d'aller à Paris, et il a voulu écrire avec son cœur, pour des gens capables d'accueillir cette poésie. Alors, comme il était auprès des enfants, c'est vrai qu'il y a quelques poèmes consacrés à l'école et aux enfants. C'est ceux qui sont les plus connus et qui ont marqué le plus, notamment les jeunes générations au fur et à mesure. Mais c'est qu'une partie. Lui-même disait il était instituteur, il aimait son travail qu'il accomplissait au mieux, mais sa vie commençait à 5 heures du soir quand tous ces petits-enfants étaient rentrés dans leur campagne, dans leur maison, etc., et que lui montait dans son bureau d'écriture, et que là, il se consacrait, et avec une assiduité, quelles que soient les écoles où il a vécu, parce qu'il a été remplaçant pendant pas mal de temps, toujours le même rituel, et toute une œuvre quand même d'une grande fécondité est née avec ce rythme-là et cet investissement considérable dans l'écriture poétique. Et alors l'école de Rochefort, c'était quoi? C'était un groupe d'amis? Ils partageaient une même vision de la poésie? Parce que on connaît quelques noms, mais il y en a plein qu'on connaît pas dans ce qu'on appelle une école. Mais c'était pas une école. Oui. René Guicadou parlait de cours de récréation. C'était d'abord un lieu d'amitié, de grande, convivialité. Ça se passait à Rochefort-sur-Loire, donc près des vignobles de ce pays d'Anjou. Et donc c'est vrai qu'il y avait une vraie convivialité autour ils allaient notamment, ils racontent les uns et les autres. Dans un poème, il l'évoque d'ailleurs dans le café de Marie-Cécile à Saint-Aubin-de-Luigné, à quelques kilomètres de Rochefort-sur-Loire. Et donc voilà, c'est ça peut-être qui était le premier. C'était cette réaction aussi avec cette poésie patriotique de l'époque. Il fallait exister d'une autre manière, et donc ils ont pris des risques aussi, parce qu'ils ont publié pas des poèmes
trop, on va dire, militant politique. C'est après-guerre que René Guicadou a eu un recueil de poèmes. On lui a reproché d'avoir fait ça un peu tard, pleine poitrine, mais qui sont des poèmes très poignants, consacrés notamment aux fusillés de Chateaubriand, 50 fusillés de Chateaubriand, qu'il avait vu passer dans le camion alors qu'il les emmenait ou qu'il les ramenait. En tous les cas, on raconte qu'il a été extrêmement, et c'est 2 ans après, simplement qu'il a écrit ce poème. Mais cette école de Rochefort, on peut dire qu'ils avaient quelqu'un en commun qui était Max Jacob, qui entretenait une correspondance avec tout ce monde-là, qui a jamais été considéré comme le père de l'école de Rochefort, parce qu'ils en avaient pas besoin, ils avaient pas besoin d'une figure de proue comme ça, mais c'est quand même une trame, chacun le respectait, et bon, quand avec son martyr, enlevé par les nazis et mort à Drancy, au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire où ils étaient venus le chercher, ça a été d'autant pour ces gens-là qui étaient loin d'être des croyants comme convertis comme Max Jacob, qui était, bon, il y avait des athées, des communistes, enfin c'était tout sauf le religieux ou le spirituel qui les réunissait, mais en tous les cas, une figure comme celle-ci, d'un grand humanisme et d'une grande générosité de communication avec eux, avait créé une sorte de ciment autour d'une poésie, justement, de l'âme, du cœur, de l'évocation, des choses simples de la vie, quoi. Bah écoutez, merci. On va marquer une première pause. Vous avez choisi qu'on écoute Julos Bocarn chanter René Guicadou. Bocarn a beaucoup chanté Cadou? Alors moins que d'autres, mais il fait partie de la longue série de chanteurs. Je pense qu'on pourrait sans doute en identifier facilement une vingtaine, une trentaine qu'on pourrait évoquer comme ça. Quelques-uns ont chanté une ou l'autre chanson, c'est le cas de Julos Bocarn. D'autres ont vraiment consacré une véritable œuvre d'interprétation. Voilà, on écoute donc Julos Bocarn. Vous étiez là, je vous tenais comme un miroir entre mes mains, la vague et le soleil de juin ont englouti votre visage, ont englouti votre visage, ont englouti votre visage. Chaque jour je vous ai écrit, je vous ai fait porter mes pages par des ramiers, par des enfants, mais aucun d'eux n'est revenu. Je continue à vous écrire, je continue à vous écrire. Tout le mois d'août s'est bien passé, malgré les obus et les roses, et j'ai traduit diverses choses en langue bleue que vous savez, en langue bleue que vous savez, en langue bleue que vous savez. Maintenant j'ai peur de l'automne et des soirées d'hiver sans vous. Viendrez-vous pas au rendez-vous que cet ami perdu vous donne en son pays du temps des loups, en son pays du temps des loups. Venez donc, car je vous appelle avec tous les mots d'autrefois. Sous mon épaule il fait bien froid et j'ai des trous noirs dans les ailes, et j'ai des trous noirs dans les ailes, et j'ai des trous noirs dans les ailes. Vous étiez là, je vous tenais comme un miroir entre mes mains, la vague et le soleil de juin ont englouti votre visage, ont englouti votre visage, ont englouti votre visage.
Bonjour, rebonjour, vous êtes toujours sur RCF. Je suis donc en compagnie de Jean Lavoué à propos de son livre René Guicadou, La fraternité au cœur. Ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est la forte référence spirituelle que vous faites concernant Cadou, c'est les liens que vous faites avec d'autres grands poètes ou grands mystiques ou c'est surprenant c'est surprenant, on découvre ça parce que le lecteur ex abrupto de Cadou, il est pas tout à fait dans ce registre. Comment vous avez saisi cette affaire? Bon, cette dimension est indéniable dans l'œuvre, dans l'écriture. Bon, je le montre dans le livre par les multiples références dans ses poèmes. Mais c'est vrai que ça n'a pas créé d'emblée l'unité. Sa mort à 31 ans, comme on le disait tout à l'heure, a entraîné toute une période où les amis de l'école de Rochefort, entre autres, ont chacun tiré le Cadou communiste pour les uns, parce que c'est vrai qu'il avait été proche du Parti communiste, voire il avait eu sa carte et il avait contribué à des revues, journal Clarté de Loire-Inférieure à l'époque. Donc il avait toute cette dimension-là et laïque, voire anticlérical par certains aspects. Mais dans son mouvement poétique et sa transformation intérieure, sous l'influence sûrement de grands amis comme Michel Manol, Max Jacob et son départ aussi, son assassinat, on va dire, ce sont des événements qui l'ont complètement bouleversé, qui ont réveillé d'ailleurs chez lui la perte de ses parents à travers ce départ de Max Jacob. Et on peut dire que les 5-6 dernières années de sa vie, il était habité par cette figure qui lui avait écrit près de 300 lettres, il s'écrivait tous les 15 jours, réciproquement. C'est énorme. Donc c'est une influence considérable. Max Jacob lui adressait des sortes de méditations religieuses, lui qui était un juif converti, qui s'était retiré à Saint-Benoît-sur-Loire, on va dire pour se dégager du monde, lui qui était traversé de pulsions toute une vie, alors avec les grands en même temps, Picasso, Apollinaire, etc., mais aussi déchiré par des pulsions sexuelles notamment. Et donc c'est cet homme-là converti qui essayait de convertir le jeune Cadou, qui s'est jamais prêté au jeu, mais qui lisait quand même consciencieusement ce que Max Jacob lui adressait. Et on peut dire après la mort de Max Jacob, moi j'ai le sentiment que dans sa poésie, il ressentait une grande dette à l'égard de ce que cet homme avait cherché à lui transmettre. Il s'est jamais explicitement converti. Il était baptisé, René Guicadou, mais il avait jamais fréquenté les églises. Il était marié civilement. Mais il s'est il s'est laissé intérieurement transformer. Et moi, ça m'a touché, et je crois que ça peut nous parler énormément aujourd'hui, où on va dire que de plus en plus de gens se disent agnostiques, voire athées, mais pas fermés à la dimension du mystère. Or, Cadou, c'était par excellence un être ouvert à la dimension du mystère des choses, des êtres, de la nature, des confirmations, comme il appelait ça. Et c'est un peu tout ça que j'ai cherché à faire résonner dans son œuvre. Oui, alors vous évoquez aussi Betty Ilsum, mais vous évoquez aussi Simone Weil. Vous pouvez nous dire un petit peu comment on passe, il s'agit pas de passer, mais comment Simone Weil peut entrer en dialogue avec René Guicadou? Oui. Alors, Simone Weil, la philosophe, j'entends. Oui, tout à fait. Toutes ces deux femmes juives, effectivement, comme l'était Max Jacob. Et chez Ilsum, ce qu'on peut retenir, c'est ce renversement, elle non plus, pas religieuse, ni dans sa religion judaïque, mais une grande lectrice, mais ni dans le christianisme, etc. Et aujourd'hui, elle est reconnue par beaucoup comme vraiment une maître spirituelle, oui, dans la mesure où elle aussi s'est laissée totalement transformer par l'épreuve, par la vie, par l'amour aussi de Julius Spier, et notamment cette vision d'un Dieu, cette conception au-dedans d'elle-même, vraiment à l'intérieur, et qu'il s'agit de protéger. Donc on est loin du Dieu tout-puissant de la religion, on est plutôt dans une dimension intérieure à sauvegarder, à préserver, et qu'elle appelle divine. On peut dire que René Guicadou est de ce côté-là tout à fait dans cette mouvance-là, je pense sous l'influence de Max Jacob.
Et le lien que je fais avec Simone Veil, bon, c'est plus en résonance avec le fait qu'elle était aussi elle-même en dehors du religieux, mais qu'elle s'est approchée très très près de la dimension christique, on va dire, du christianisme, portée aussi par une véritable expérience mystique autour de la poésie, notamment d'un jeune poète anglais dont elle avait lu, c'est plutôt un jeune anglais qui lui avait fait connaître un poète ancien, George Herbert, lorsqu'elle était en retraite à Solesmes à un moment donné. Et ce poème, elle l'a lu, relu, et elle dit, j'ai même été prise par le Christ à un moment donné. Elle va pas pour autant se baptiser, elle va rester sur le seuil, à la marge. Et il y a beaucoup, je trouve, de résonance entre ces êtres-là, et dans le fait qu'aujourd'hui, beaucoup qui sont en recherche spirituelle, qui se retrouvent pas forcément dans une dimension d'appartenance religieuse, se disent, voilà, on peut être sur le seuil, on peut être en dehors, et pour autant avoir une véritable expérience intérieure, voire mystique, on va dire, pour Simone Veil, en tous les cas. Oui. On retrouve la même chose avec Jean Sullivan, vous le soulignez bien, parce que Sullivan aussi, bon, faut le rappeler peut-être à nos auditeurs, parce que le temps passe et la mémoire se perd. Sullivan était de Rennes, un prêtre du diocèse de Rennes. Il est parti à Paris pour mener une carrière d'écrivain. Et lui aussi, on a bien vu au fil de l'eau comment comme il disait, j'ai un peu quitté le bâtiment, mais en même temps, à travers ses romans et à travers ses essais, il tentait de renouer avec ce que René Guicadou a découvert de son côté, à savoir que le spirituel excède le spirituel. Oui. J'ai été frappé de voir que Max Jacob et Jean Sullivan avaient par exemple une même source qui était celle de Maître Eckhart, par exemple, qui était bien avant notre époque, quelqu'un qui avait vraiment enseigné spirituellement la présence de Dieu au-dedans de nous, quoi. Si Dieu ne naît pas à l'intérieur de nous, à quoi bon qu'il soit né il y a 2000 ans aujourd'hui? Et donc il y a cette influence-là. Mais je dirais une différence. Moi, je me sens disciple de Jean Sullivan, très très marqué par son œuvre, sa rencontre. Mais c'était quelqu'un du sérail, on va dire, quelqu'un du champ religieux qui s'est affranchi, tout en restant relié. Et à l'époque, quand on était fortement marqué d'une culture religieuse et chrétienne comme moi, on avait besoin de s'appuyer sur des figures comme celle-ci. Aujourd'hui, où beaucoup sont dehors, justement, et n'ont pas toujours eu cette formation et cette empreinte religieuse chrétienne qu'on a pu avoir à l'époque, moi, je me tourne plutôt vers des figures qui, de l'extérieur, on vient d'évoquer 3 femmes. Jean Sullivan est allé très loin dans cette sortie, cet exode. C'était le mot, c'est son mot testament. D'ailleurs, son œuvre testamentaire s'appelle l'Exode. Et voilà, moi aujourd'hui, la quête de spiritualité, d'ailleurs d'interspiritualité en dialogue avec les autres religions, mais dans le champ du christianisme, je la vois beaucoup dans cette dimension des périphéries dont parle le pape François. Enfin, il y a beaucoup de résonance, même s'il y a beaucoup de fermeture aussi dans l'histoire institutionnelle catholique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ouverture aussi, et beaucoup de choses se passent en dehors des murs. Et voilà, Sullivan. Et je vais aujourd'hui plutôt chercher des gens du dehors comme Cadou, quoi. Oui. Alors on peut peut-être lire un petit poème de Cadou. Ça va nous faire respirer. Alors, peut-être un poème pas trop long qui s'appelle « Aller simple ». Ce sera comme un arrêt brutal du train au beau milieu de la campagne un jour d'été. Des jeunes filles dans le wagon crieront, des femmes éveilleront en hâte les enfants. La carte jouée restera tournée sur le journal, et puis le train repartira. Et le souvenir de cet arrêt s'effacera dans la mémoire de chacun. Mais ce soir-là, ce sera comme un arrêt brutal du train, dans la petite chambre qui n'est pas encore située, derrière la lampe qui est une colonne de fumée, et peut-être aussi dans le parage de ses mains, qui ne sont pas déshabituées de ma présence, rien ne subsistera du voyageur,
dans le filet troué des ultimes voyages, pas la moindre allusion, pas le moindre bagage, le vent de la déroute aura tout emporté. Voilà, donc c'est un court poème de René Guicadou. On va l'écouter aussi chanté par Maurice Bénin. Alors les gens connaissent peut-être pas bien Maurice Bénin, mais c'est un chanteur troubadour qui arpente la France depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, bon, qui a une œuvre aussi, lui, importante, qui a une voix absolument magnifique et qui est aussi un homme amoureux de la poésie de René Guicadou. Laissez venir à moi tous les chevaux, toutes les femmes et les bêtes bannies, et que les graminées se poussent jusqu'à la margelle de mon établi. Je veux chanter la joie, étonnamment lucide, d'un pays plat barricadé d'étranges pommiers à cidre. Voici que je dispose ma lyre comme une échelle à poule contre le ciel. Paysans viennent voir ce miracle d'un homme qui grimpe après les voyelles. Étonnez-vous, braves gens, car celui qui compose ainsi avec la fable n'est pas loin de trouver place près du divin dans une certaine étable. Et dites-vous le soir, quand vous rentrez de la foire, que la lampe qui brûle à l'avant du pays très tard est comme la lanterne d'un carrosse. Vous atteigne ou non, ce n'est pas tant ce qui importe, mais la grande ruée des terres qui sont vôtres entre le soleil et ma porte, les fumures du temps sur le ciel répandu et le dernier dahlia dans un jardin perdu. Peut-être qu'un cheval à l'humeur insolite, un soir qu'il fera gris ou qu'il aura neigé, posera son museau de soleil dans mes vitres. Posera son museau de soleil dans mes vitres. Bien, je suis en compagnie de Jean Lavoué à propos de son livre René Guicadou, La fraternité au cœur, qui est paru aux éditions L'Enfance des arbres. Vous évoquiez tout de suite cette poésie spirituelle, enfin surtout à la fin de sa vie, que portait Cadou, et aussi vous évoquiez la difficulté, enfin je veux dire aujourd'hui, entre des mondes qui s'écartent, c'est-à-dire un monde qui a soif de spiritualité pour partie, et autrement qui n'a soif
que on ne sait pas de quoi, et des bastions religieux qui se rétractent et qui n'ont qu'une envie, c'est d'affirmer leur identité. Est-ce que ça, le type de message que vous portez, le mot message n'est peut-être pas juste, vous sentez que autour de vous, ce sont des choses qui portent? Alors, je crois que les particularités de la vie de René Guicadou, avec cette grande épreuve de 5 ans de maladie, d'un cancer en fait qui va le conduire à sa mort, est quelque chose qui aujourd'hui, il y a tout un matérialisme ambiant, un individualisme et tout qui fait que tant qu'on peut, on court. Après, on sait pas quoi, mais en tous les cas, on court. Mais nul n'est à l'abri de la maladie, de l'épreuve, voire d'un drame sociétal qui surviendrait. Et des gens comme Etty Hillesum, Simone Veil, on va dire que c'est l'épreuve sociale aussi ambiante. Bon, la mort de son amant pour Etty Hillesum, mais ce sont des épreuves personnelles dont personne n'est à l'abri, quoi. Et donc, je pense que cette dimension de la spiritualité, même si elle est refoulée, même si elle est parfois rejetée au nom d'une incompréhension de ce qu'elle est devenue pour beaucoup. En même temps, elle affleure toujours, elle est toujours latente, et c'est là que des œuvres comme celle d'Etty Hillesum, qui touche un très très grand nombre de personnes aujourd'hui, souvent très très loin des églises. Je pense que René Guicadou, pour les gens qui aiment la poésie, est de nature à porter un peu le même message, la même dimension, c'est-à-dire face à l'épreuve de la vie, on reste pas totalement démuni, on garde une parole, on garde une capacité aussi de transmission, ce qui a été le cas d'Etty par son journal, ce qui a été le cas de René Guicadou par sa poésie. Assez rapidement, quelques années avant sa mort, il pressentait, avant même sa maladie, il avait un dialogue avec la mort, qu'il pensait venir précocement. Quand il est tombé malade, il avait conscience que son œuvre, c'était la parole qu'il laisserait, quoi. C'était son âme et son cœur. Et voilà, et ça a été dans un dialogue incessant avec le sacré, le spirituel, le divin. Pas facile, hein. C'était pas, voilà, il s'est pas. Alors moi j'ai tendance à dire, Mac Jacob l'incitait à se confesser pour rentrer dans une vraie vie religieuse sacramentelle. Lui a toujours refusé cette dimension-là. D'ailleurs, le prêtre refusera ses obsèques religieuses. Mais par contre, dans sa poésie, il s'est assis à table pour de véritables confessions générales qu'il a adressées à tout à chacun. C'était une confession vraiment très intime qu'il nous partageait dans sa poésie. Alors on va l'écouter une dernière fois, René Guicadou, et on va inviter nos auditeurs à lire votre livre d'abord. Vous trouverez les références sur le site, et puis aussi à lire la poésie de Cadou, parce que ça se lit bien d'abord. Et il y a des choses absolument magnifiques, et une langue, encore une fois, qui n'appartient qu'à lui. J'ai tendance à donner le conseil, quand on commence les œuvres complètes, plutôt commencer par la fin, parce qu'on rentre beaucoup plus facilement dans la densité de cette poésie. Donc là, c'est un poème tout simple. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme à la tombée du soir contre un angle verni pour délivrer soudain 1000 peuples d'abeilles et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris. Car tel est le bonheur de cette solitude qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin. Merci beaucoup, Jean Lavoué, de nous avoir rejoints. On lira avec attention, ceux qui ne l'ont pas fait, votre livre. On fête les 100 ans de la naissance et les 70 ans de la mort de Cadou en 2020. On espère bien que votre travail contribuera à participer de la grande aura quand même de René Guicadou en tant que poète et en tant que témoin d'humanité. Merci. Merci à vous.